Laurent Roland Todenkes, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Todenkes, on démarre par le quotidien Le Télégramme ce matin, sur un chauvin. Ouais. C'est pas souvent qu'on parle des conditions de vie des professionnels des médias et que le gouvernement est interpellé là-dessus. Situation justement précaire des journalistes au Bénin. Le Parlement interpelle le gouvernement de Patrice Talon. C'est bien que le Parlement interpelle le président de la République, Patrice Talon, parce que l'aide à la presse privée n'existe plus. Un certain nombre d'avantages ne sont pas accordés aux journalistes. La carte de presse n'a pas pour autant d'effet, parce qu'en réalité, quand vous avez la carte de presse dans d'autres pays, dans une certaine mesure, vous avez des facilités. Mais avec la carte de presse du Bénin, la seule facilité que vous avez, c'est quand vous avez un problème avec quelqu'un et vous pointez devant la justice, on vous demande si vous êtes journaliste. Si oui, ce qui prouve que vous êtes journaliste, c'est la carte de presse. Donc, c'est la seule facilité que cela nous accorde. Encore que si, est-ce que c'est une facilité? Et donc, oui, c'est bien beau d'interpeller le gouvernement. Mais il est très important que nous, professionnels des médias, nous puissions nous remettre en cause. Nous remettre en cause parce que c'est de la manière dont nous nous vendons que les gens vont nous acheter, malheureusement. Et quand on regarde un peu, on lance un regard critique dans une certaine mesure sur la presse béninoise aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'à un moment donné, nous nous vendons moins cher et les gens nous achètent à crédit. Et le gouvernement aura beau travailler à prendre des mesures, si parmi nous, des gens sont prêts à dealer dans certaines conditions, à dealer, à se faire, je ne sais pas, manipuler ou des compromissions, c'est que la presse se portera toujours mal. Parce que ceux qui voudront faire bien seront toujours mal vus, maltraités, bloqués, empêchés à avoir des opportunités dans la plus grande mesure, en tout cas dans la globalité. Donc, je pense sincèrement que interpeller le gouvernement, oui, le gouvernement devra répondre pourquoi l'aide à la presse privée a été coupée, pourquoi, dans une certaine mesure, on a empêché, on a fermé certaines radios. On peut trouver des raisons. La RAC peut répondre, le gouvernement peut répondre. Mais est-ce que nous-mêmes, là, ce que nous faisons aujourd'hui, permet au gouvernement de nous respecter? Si nous sommes tout le temps prêts à aller signer pour des communications, si nous sommes prêts à aller dire que c'est noir alors que c'est blanc, alors que tout le monde voit que c'est noir, et que les populations sont même conscientes que c'est noir, mais que nous nous attelons à travailler pour dire que c'est blanc, ceux-là qui nous amènent à dire que c'est blanc pendant que c'est noir, alors puisque nous avons des deals avec eux, est-ce que ceux-là seront prêts à améliorer nos conditions? Donc, il va falloir que nous puissions nous faire une remise en cause de nous-mêmes, que nous puissions travailler à dire, oui, nous jouons notre rôle, parce que, n'oubliez pas, on dit que la presse est le quatrième pouvoir. Mais est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, la presse est véritablement un pouvoir dans les faits? Est-ce que dans la pratique, la presse est un quatrième pouvoir? Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience en tant que professionnels des médias, et c'est à tous les niveaux, que ce soit nos aînés, que ce soit la nouvelle génération, nous, et que ce soit ceux qui viendront après nous, aussi longtemps que nous n'allons pas reconnaître que nous sommes le quatrième pouvoir, et que nous pouvons amener les gouvernants à changer un certain nombre de choses, et amener le gouvernement à nous écouter, et à écouter le peuple, et que nous allons contribuer à aider le gouvernement dans sa lancée, même si en réalité ça n'arrange pas la population, et que nous nous donnons caution à ça, ça ne changera pas. Donc oui, interpeller le gouvernement, d'accord, mais quelle est la responsabilité des professionnels des médias? Qu'est-ce que nous-mêmes devons faire pour que le gouvernement prenne conscience de ce que, attention, on ne s'amuse pas avec la presse? Moi, je crois que le vrai problème est à ce niveau. Pour une fois qu'on avait la possibilité eh bien, de parler de nos problèmes et d'inviter les uns les autres à les régler, vous préférez tirer une balle dans les pattes finalement des professionnels des médias et leur demander une remise en cause, c'est ça? Vous savez que je ne suis pas habitué à être complaisant. Ce que je fais ici, vous savez mieux que quiconque, ce que je peux subir, ce que je subis à des moments donnés. Et vous-même, à des moments donnés, vous êtes conscient qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire au vu d'un certain nombre de choses.
Donc, le dit comme ça, je préfère qu'on se remette en cause. Hein. Oui. Parce que tout le temps, on veut jeter le tort sur les gouvernants ou les acteurs politiques pour dire que... attendez, on dira que le gouvernement n'a pas donné lettre à la presse privée, le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. Et que le gouvernement... Non, mais écoutez, si à un moment donné, certains se contentent de ce qu'ils ont et font l'effort, d'accord, d'exercer ce quatrième pouvoir, vous allez voir que les choses vont changer. Même si on n'était pas gouvernement, accorde des facilités. Si demain, d'autres personnes sont prêtes à aller dire que c'est blanc pendant que tout le monde voit que c'est noir, vous voulez qu'on nous respecte quand? On ne nous respectera pas. Alors, ce discours, je l'entends, mais ne sont-ce pas justement ces conditions de vie précaires qui, d'une certaine manière aussi, amènent certains confrères à il est arrivé dans ce pays où il est arrivé dans ce pays où pour des communications sur des sujets donnés, des journalistes ont refusé. D'accord? Et on dit non, si c'est ça, pour aller dire le contraire de ce qui se passe, nous ne sommes pas prêts. Pendant ce temps, d'autres ont pris. Pendant aussi longtemps que certains vont prendre, sachant que c'est blanc, c'est noir, ils diront que c'est blanc, c'est que il y aura en fait 2 camps ou 3 camps au sein de la presse. C'est-à-dire il y a ceux-là qui veulent faire l'effort de dire ce qui se passe. Il y a ceux-là qui diront, mais écoutez, si je le dis ou je le dis pas, qu'est-ce que ça change? Mais hier, je discutais avec des confrères, il y a certains qui m'ont dit clairement, mais ce que tu fais, c'est un travail assez risqué. Parce que personne, il y en a, en tout cas, ce que tu fais, il se peut que même des acteurs politiques, dans 5 ans à 10 ans, t'en veulent. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est vrai, mais en même temps, tu leur bloques des intérêts. C'est en fait ça le véritable problème. Alors, aussi longtemps que nous allons avoir cette conception pour dire, bon, je ne peux pas dire ça parce que après, mais là où est-ce que nous mettons alors le peuple? Oui, mais Laurent, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des brebis galeuses dans nos rangs qu'il ne faut pas améliorer nos conditions de travail. Laurent Roland-Tonekes, je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer. Donc dites-le clairement. J'ai dit c'est bien d'interpeller le gouvernement sur l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Et donc concentrons-nous sur ça. Non, on ne va pas se concentrer sur ça. Concentrons-nous sur l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Laurent Roland-Tonekes, l'honorable Baké Chabi-Goro, c'est à elle qu'on doit donc cette invite au travers de questions orales adressées au gouvernement. Je reviens sur certains points essentiels quand même, Laurent Roland-Tonekes, s'interrogeant par exemple sur, des réformes qui ont été annoncées dans le secteur, mais qui peinent à voir jour, s'interrogeant aussi sur comment est-ce que l'on est... on va faire des réformes, on peut dire que les journalistes recrutements sont faits par exemple au niveau du service public, puisque depuis un moment, on n'entend plus grand-chose. Au niveau du service public, c'est encore un débat. Pas plus tard qu'hier soir, je parlais, il y a des gens qui n'ont pas de contrat clairement défini. Justement, c'est des questions sur lesquelles il faut se pencher. Oui, je suis d'accord, mais je dis, interpellons le gouvernement, que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire. Mais que nous Quelles sont les choses à faire, Laurent Roland-Tonekes? On a compris déjà que vous avez envie que que les journalistes aussi se remettent en cause. Mais après, quels sont ces problèmes à proprement parler sur lesquels il faut se pencher? Il faut d'abord l'aide à la presse. Super. Première chose. Au niveau du service public, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont, comment ils appellent ça, agents sous convention ou conventionnés, je ne sais quoi. Ce qui pour moi est une humiliation pure et simple du travailleur. Moi, je pense qu'il faut trouver des contrats en bonne et due forme pour ces travailleurs du service public. Maintenant, il faut aussi laisser les journalistes du service public librement s'exprimer, parce qu'à ce niveau, il y a un problème fondamental. Vous pensez qu'il y a des soucis à ce niveau? À tous les niveaux de la presse béninoise, il y a des problèmes. Tous les journalistes ne sont pas libres de s'exprimer. Ça, vous allez peut-être me dire quand même que je suis en train de dire n'importe quoi. Non, il faut relativiser quand même. Bon, même si vous relativisez... Le tout dernier classement de RSF, nous positionne quand même à un niveau plutôt intéressant. Et on remarque qu'il y a une évolution en la matière. Je vous dis clairement que, et je le dis encore ce matin, que c'est un classement trompe-l'œil. D'accord, ça n'engage que vous, évidemment. Donc oui, sur ces problèmes du secteur de la presse au Bénin, Laurent Roland-Tonekes, oui, on poursuit. Donc oui, il faut que les patrons de presse améliorent les conditions de travail de leurs employés. Donc cela suppose que quand ils ont... Parce qu'il y en a qui ne sont même pas rémunérés. Il y a des journalistes qui n'ont pas de... Il y a de salaire que de per diem. Il y a des journalistes qui n'ont pas de salaire, c'est le per diem qu'ils ont. Voilà. Et donc on les envoie sur le terrain en reportage tout le temps.
vous les voyez sur tous les reportages parce que Mhm. c'est leur salaire. Mhm. Et ce qui fait que parfois, ils sont obligés d'écrire 3 à 4 articles par jour pour pouvoir espérer, arrondir la fin du mois et payer les charges parce que le patron de presse n'a pas de salaire. Et parfois aussi, c'est que les patrons de presse sont beaucoup plus dans la communication. Les journalistes font un travail. Il faut travailler aussi déjà avec la RAC à renforcer les formations de spécialisation. Parce qu'à ce niveau, on a des journalistes qui sont spécialistes de tout. Vous les voyez dans la santé, vous allez les voir dans l'agriculture, vous les voyez dans la sécurité. Oui, il faut être pluridisciplinaire, il faut avoir plusieurs cordes à À un son moment arc. donné, il faut... Vous savez que alors, la spécialisation, c'est très bien, mais dans justement les entreprises qui sont les nôtres, dans la presse béninoise, Laurent Roland Toniquet, c'est la question aussi des effectifs. Et donc, la spécialisation appelle à ce qu'on ait un effectif assez important. À partir du moment où il n'y a pas un effectif important, ce qui est demandé aux uns aux autres, c'est d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Donc, forcément, on retrouve des journalistes qui sont à la fois dans la politique, dans la culture, dans l'économie, dans la société. En fait, c'est en cela, d'ailleurs, que j'estime que c'est la question même de l'entreprise de presse qu'il faut réellement mettre sur le tapis. C'est là-dessus qu'il faut réellement travailler. Parce que si l'entreprise de presse n'est pas rentable, forcément, les conditions de vie des employés ne seront pas des meilleures. Oui, le problème fondamental à ce niveau, vous devez reconnaître que quand on parle de spécialisation, c'est beaucoup plus pour rendre le journaliste productif. Il est concentré sur une thématique donnée. Sauf que le contexte. À un moment donné, quand on demande de poursuivre pour les choses, en fait, il y a beaucoup de journalistes qui ont bien envie de poursuivre pour des prix, mais qui n'ont pas de production parce qu'ils ne sont pas spécialistes de telle ou telle chose à la fois. Moi, je sais que, vous savez que j'ai pris pratiquement partout, la culture, le sport, l'agriculture, tout. Vous m'aviez fait tout dans cette maison. C'est qui vous? mais ce qui est bien, c'est que vous m'avez formé parce qu'aujourd'hui, j'aborde tous les sujets sans avoir peur parce que j'ai pris par tous les secteurs, je maîtrise tout pratiquement. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter et faire la spécialisation. Et se dire, bon, ça, je fais ça et puis je ne fais pas autre chose. Mais je crois fondamentalement... Vous pensez qu'un journaliste, employé dans un organe de presse ici au Bénin, c'est parce que les médias, à son rédacteur en chef, à son chef des programmes ou à son directeur, ou je ne sais pas moi, directeur de publication, non, moi, je ne veux plus qu'on me mette sur les sujets de tel secteur. Dès lors que vous êtes journaliste spécialiste, vous avez certainement, si c'est la télé, une émission à préparer. Vous avez des reportages spécifiques dans ce secteur à faire. Donc, en réalité, on ne peut pas vous assommer avec d'autres productions. C'est parce que, oui, justement, c'est le problème de la presse, ça. Vous voyez que là, vous parlez... C'est en interne. Là, vous idéalisez les choses, Laurent Roland. Non, je n'idéalise pas. Vous et moi, ça va très bien. Vous et moi, ça va très bien que sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Oui, mais c'est ce que... Oui, c'est dommage. Ben oui, voilà. C'est dommage pour le journaliste béninois. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, dans une certaine mesure, nous sommes exposés, nous faisons tout à la fois, et puis après, on se fatigue inutilement. C'est vrai. On se disperse. On se disperse. Donc moi, je crois qu'il faut revoir ça. Donc c'est autant de choses qu'il faut voir au niveau pour améliorer les conditions de travail des journalistes. Mais j'insiste sur le fait que... Oui, mais ça, on l'a compris. Merci à l'honorable Baké Chabi Goro pour ces questions orales adressées au gouvernement. Celle qui... en tout cas... L'auteur des questions orales, c'est ça? Oui, mais quand l'honorable envoie cette question, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'elle-même traite les journalistes. Bref, allons à autre chose. Laurent Roland, ton inquiète, polémiste un jour, polémiste toujours. On va rester à la une du quotidien d'Abarou ce matin, si vous le voulez bien. Interdiction formelle du trafic fluvial à Malanville. Le Bénin est-il sur la bonne voie pour la décrispation de la crise? Oui, attendons de voir comment ça va se passer. Ce sujet, on en parle. Je crois qu'on attend de voir ce que ça va donner. On en a trop parlé. N'est-ce pas? Pendant ce temps, ça fatigue. Pendant ce temps, en tout cas, l'Indépendant nous apprend que le Bénin et le Nigeria ouvrent une nouvelle frontière à Segbana. Oui, c'est une bonne chose. Donc ça se fâche de l'autre côté, ça se... Avec le Nigeria, nous avons plusieurs kilomètres de frontières. En tout cas, la limite. Et donc, on peut avoir des frontières pratiquement à tous les niveaux parce que du Nigeria vers le Bénin, il y a beaucoup de produits de contrebande. Il y a plusieurs frontières par lesquelles ces produits passent. Vous allez à Savè, en tout cas, sur toute la ligne,
À partir du plateau jusqu'au nord Bénin, il y a plusieurs entrées pour les Nigériens, en tout cas, pour venir au Bénin avec des produits de contrebande. Parfois, là, il y a des postes de douane. Le Bénin arrive à rentabiliser. Donc, ouvrir une nouvelle frontière, c'est pouvoir aussi permettre aux agents des douanes de pouvoir suivre les produits qui passent par là. C'est tellement qu'on a vu que le flux qui passe par là est assez énorme, assez important. Donc, il faut installer un poste de douane. Vivement que tout se passe pour le mieux et que nous puissions en arriver à mobiliser encore des ressources pour notre pays. C'est ce qu'on souhaite. Matin libre à présent, Laurent Roland Tonneikes, culte de la personnalité, la rupture trahit-elle ses principes? S'interroge le quotidien. Bon, la rupture trahit-elle ses principes? On a vu que le chef de l'État a clairement dit qu'il n'est pas dans le culte de la personnalité. Vous me direz qu'il a dit. En début de mandat. En début de C'est vrai que la vérité d'il y a 5 ans n'est plus forcément la vérité du jour. Oui, c'est pourquoi il disait la réalité du pouvoir. Voilà. La réalité du pouvoir fait que ce que vous avez dit au début, parce que quand le chef était arrivé pour dire qu'il va faire 5 ans, vous avez vu que c'était... Il paraîtrait que certains chefs d'État de la sous-région disaient ben, il vient d'arriver, il n'a pas encore compris. Donc après, on a vu qu'il a compris. Et il a fait la tournée pour aller au second mandat. Donc peut-être que là, maintenant, ils sont en train de comprendre encore autre chose et que peut-être ils sont en train de vouloir nous proposer autre chose. C'est pour ça que ça a commencé avec les déclarations de soutien, les marches des jeunes, ainsi de suite. Toujours est-il que, oui... Vous comprenez bien que c'est pour contrebalancer, évidemment. Enfin, je pense qu'on en parlait. Moi, je dis une chose, clairement, c'est que je me rends compte que le gouvernement de la rupture se prend au piège. C'est-à-dire ou bien le gouvernement de la rupture a rattrapé. Quand ils sont arrivés, ils ont interrompu un certain nombre de choses. Ils ont dit telle chose qu'on fait, c'est pas bon, telle structure n'est pas bonne. Et puis après, vous êtes là subitement, un conseil des ministres, vous voyez que ce qui avait été supprimé, c'est qu'on ramène ça sous une autre dénomination. Oui, disons que oui, on prend le temps d'y réfléchir, d'améliorer, d'apporter justement de nouvelles manières de faire les choses. C'est intéressant. Ben voilà. C'est intéressant. Donc, il n'est pas interdit d'améliorer les choses. Alors, non, c'est intéressant. On nous a dit qu'il n'y aura pas de culte de la personnalité. Le chef de l'État l'a dit. Mais il se fait que ce soutien verse malheureusement dans cette pratique. Déjà, vous pensez? Vous faites allusion à la fameuse marche, c'est ça? Dimanche passé? Les déclarations. C'est pas une marche, c'est juste les déclarations des soutiens. Un rassemblement. Les déclarations des élus. Okay. C'est là. Et quand les gens prennent la parole au cours des débats, vous voyez comment est-ce qu'ils encensent le chef. La seule chose qu'ils n'ont pas encore dite, c'est qu'ils n'ont pas encore dit que après Dieu, c'est Patrice Talon. Même si dans le subconscient collectif, c'est ça. Donc, rassurez-vous, moi je n'ai rien contre. Seulement que je dis, la réalité du pouvoir vous amène à comprendre qu'il y a des choses qui se passent et que vous ne pourrez pas, parce que vous n'avez pas encore fait l'expérience, vous mettre à critiquer les autres. Donc, le chef a eu des positions tranchées au début de son mandat. Certains de ses soutiens ont pris la parole, ont dit oui, plus jamais ça. Ben, après, c'est eux qui ont commencé. Donc, en réalité, ça doit interpeller toute personne qui aspire à être président de la République pour dire, quand on vient au pouvoir et qu'on n'a pas encore été confronté aux réalités du pouvoir, il faut prendre du recul avant de dire certaines choses. Est-ce ici, Laurent Roland Tonneikes, du culte de la personnalité? Vous me répondrez. Lancement effectif hier des travaux d'asphaltage d'une grande cité du Septentrion, Kondi, embrasse Talon et renvoie Yahi lire l'heure. Le ministre d'État Abdoulaye Biachane, fier de son patron. Est-ce qu'on est là dans du culte de la personnalité ou... C'est à Boakatakou de nous dire s'il est dans le culte de la personnalité ou pas, parce que c'est vrai que les mots utilisés me semblent un peu bizarres. On dit que quand on dit embrasse, c'est Patrice Talon. On voit Yahi lire l'heure, bon, c'est le style Takou. C'est à croire que Yahi n'a rien fait à Kandi pendant 10 ans. Vous savez, c'est ce que je dis, nous sommes dans notre communication. Mais dans notre communication, nous ne fléchons pas les autres, malheureusement, parce qu'après tout, vous savez, quand vous regardez l'histoire, et je n'apprends rien à nos aînés, l'histoire du Bénin montre que c'est une rotation.
Les autres sont opposants aujourd'hui. Après, les mêmes équipes, les mêmes personnes. En fait, Mouvancier c'est la tête. Mouvancier d'hier, opposant d'aujourd'hui. Non seulement ça, le plus souvent, c'est seulement la tête qui change. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est seulement, le plus souvent, c'est la tête qui change. Vous regardez, toute la clique qui était restée derrière le général Mathieu Kékou, on les a vus derrière Boniaï. Et puis après, 2 pieds joints, ils ont sauté dans la rupture, on les voit avec talent, la grande partie. En dehors de quelques-uns qui ont fait l'effort. Qui font l'effort d'être opposants et de subir. Ou qui ont été laissés sur le carreau. Aussi. Oui, bon, il y en a ceux qui n'ont pas pu avoir les quelques miettes de pain au bout de la table du roi et qui sont devenus opposants par la suite des choses. Mais il y a des gens qui, fondamentalement, ont des raisons pour lesquelles ils sont devenus opposants. Il y a ceux-là, je dis, qui sont devenus opposants parce qu'on leur a coupé le biberon. Il y a ceux-là qui sont devenus opposants parce qu'on leur a donné de rendre compte de la gestion. Donc, il y a plusieurs types d'opposants que nous avons au Bénin et chacun se reconnaîtra dans ce que je dis. C'est ça. Donc, mais dit que oui, on a lancé la sortie à Kandi et que d'abord, il s'est dit quoi, Biochani remercie son patron, je sais pas. Fier de son patron. Oui. Ça fait rire. Vivement que tout ce qui se passe, tout aille pour le mieux. On souhaite que les Béninois s'entendent, se parlent. D'accord? Et puis, ce que je veux dire pour finir, c'est que Soglo a fait les voix au Bénin. Les Béninois ont dit Aliou Minadoua. Pavé Minadoua. Donc, Pavé Minadoua, merci de me le rappeler. Même ce que Patrice Talon fait dans certaines régions, les gens vous diront à Goudron Minadoua, parce qu'ils ont des difficultés. Donc, en réalité, parce qu'on a lancé la sortie à Kandi, le dit, pour dire, on en renvoie Yaïboni Lille, évitons ces titres-là, à la limite. Communiquons dans un cadre donné, ne cherchons pas à frustrer ou à offenser certains acteurs. En tout cas, ça, ce n'est pas mon problème, dans une certaine mesure, mais je dis clairement que, et c'est ce que je disais, quelle image nous projetons de la presse béninoise en écrivant des choses comme ça. Depuis 2016, le gouvernement de notre pays s'emploie à bâtir un Bénin moderne. Ce sont des propos des jeunes élèves, étudiants et autres du littoral dimanche dernier sur l'esplanade des Amazones. Laurent Roland-Antonin Kess. Alors, il y a un fait. Même si certains opposants ne seront pas d'accord, je ne suis pas opposant. Il y a du vrai dans ce qui est dit là. Il y a un fait. Autre que, en dehors du fait que je condamne que ce soit des jeunes élèves étudiants, beaucoup de chômeurs qui font dire des trucs comme ça, pour dire que tout va bien. Vous pensez qu'il y a des gens dans la société qui ont le droit de dire ça Non, d'autres pas? Je situe clairement Ahmed Arika. Ok, oui, soyez totalement clair. Des jeunes au chômage, en difficulté. Oui. S'ils vont là-bas pour dire que Patrice Talon s'emploie à bâtir un Bénin moderne. Je suis d'accord. Mais s'il continue en disant que tout va bien, je ne suis pas d'accord. Ça, il faut qu'on se comprenne. Ils n'ont pas dit. Mais, vous avez suivi toutes les déclarations. Tenons-nous-en ça. Ce qui est écrit à la une de la nouvelle génération. Voilà. C'est parce que vous avez... mais non, parce qu'il faut être clair. Alors sur le fait que Patrice Talon s'emploie à bâtir un Bénin moderne, je suis très... d'accord là-dessus. Vous faites un tour dans la ville de Cotonou aujourd'hui, vous avez des réalités, des réalisations qui vous rendent fiers d'être béninois. Et c'est pourquoi j'insistais pour dire que je ne suis pas opposant. Les opposants peuvent venir dire c'est faux, c'est pas bon. Moi, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec le régime, on fait de bonnes réalisations, de grandes réalisations, mais nous ne connaissons pas le coût. Sur cette question, je ne suis jamais d'accord avec le pouvoir. C'est ça. Mais je suis d'accord que, oui, il y a une transformation qui s'observe dans la ville de Cotonou. Hier, j'ai pris le soin de me promener un peu à Cotonou. Ce n'est pas pour que je suis en mission pour quelqu'un. Et d'ailleurs, même, je ne vois pas qui pourrait m'envoyer en mission pour ça. C'est ton jamais. Non, pardon. Rassurez-vous, ce n'est pas moi, ça. Et donc, j'ai pu voir un peu ce qui est réalisé derrière le sujet vers le corps. Vous avez été là ces derniers jours? Non. Bon, allez faire un tour ce soir. Oui. Je pense que la dernière fois que je préparais là, ça doit faire au moins 2 ou 3 mois. Allez là pour voir. Allez voir l'asphaltage dans cette zone. Je crois que c'est du beau. Super. Et du bon et du beau. Et ça, en tant que Béninois, on peut être fier et féliciter le gouvernement pour ça, sans verser dans le prix de la personnalité. C'est ça.
Voilà. Devenir l'audateur du régime. Bon, je n'en serai pas. Enlisement de la crise Bénin-Niger, cette interrogation, et si Séverin Adjovi s'invitait dans la médiation? C'est une bonne proposition de ce journal. Parce que quand vous regardez le parcours de Séverin Adjovi, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le Niger, qui a commencé par faire carrière professionnelle au Niger. Il y a passé assez de temps de sa jeunesse, une bonne partie de sa jeunesse là-bas. Et donc, ses affaires ont commencé à prospérer, en tout cas à partir du Niger, quand vous regardez. Et il connaît un peu les autorités du Niger. Je crois qu'il devrait même avoir des relations personnelles, certainement avec Tiani ou d'autres acteurs politiques du Niger. Et donc, je pense que c'est le profil idéal. On peut le mettre dans l'équipe, en tout cas, dans la négociation. Et je suis sûr que peut-être s'il prenait la parole là-bas, il pourrait réussir à calmer la tension, notamment Tiani et son groupe à la tête du Niger. C'est très important. Maintenant, voilà que Séverin Adjovi est un acteur politique contraint en griffe à l'exil parce que vous vous rappelez qu'on l'a reçu ici, il disait qu'il n'avait pas mal géré la commune de Ouidah. Et d'ailleurs, même beaucoup de citoyens de Ouidah reconnaissent que Séverin Adjovi a fait beaucoup de choses à la tête de leur commune, quoique les intrigues politiques ont réussi à l'emporter, en tout cas, de la tête de la ville de Ouidah. Donc, si on peut trouver un terrain, une solution pour le solliciter, pour qu'il aille voir le général Tiani, je suis sûr, je crois que ça peut apporter une suite à cette situation. Pendant ce temps, Laurent Roland Anthony, qui est le chef de l'État, est au Brésil depuis hier. Oui, j'ai vu les images. On va lui souhaiter bon séjour. C'est ça. Et que cette visite au Brésil, n'oubliez pas que tout récemment, il a envoyé un de ses proches ambassadeurs adjoints chargé de la situation en Haïti, notamment ses colonels, Rufus Omarou, qui est parti. Et donc, il est parti là-bas. Il y a déjà Boniface Villon, notre ancien aîné de la presse, ambassadeur, qui est ambassadeur maintenant, qui couvre la région Amérique latine. Vivement que cette visite apporte de grandes choses, une plus-value à ce que nous avons déjà. Et vivement que nous ayons de bonnes retombées. C'est vrai que le Brésil et le Bénin, c'est beaucoup de liens, notamment en termes d'histoire, en termes de culture. On attend les... C'est le chef d'État qui est censé visiter, je pense, un temple construit par la mère de Guézo, du roi Guézo, si je ne m'abuse. Je n'ai pas le nom exact en tête. Merci à vous, Laurent Roland Anthony. C'est moi.